put it in my head like, you know, I could get it too, you know, that fast money, and I care not to talk about it, but, you know, I got hooked up when I was young, like 15 years old, you know, went from smoking blunt. Yo, bienvenue sur Ronin MMA. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'UFC 299. En même temps, je vous le dis, normalement c'est écrit dans le titre, donc théoriquement, j'ai pas trop à le préciser, mais bon. Les introductions et le YouTube Game, hein, vous savez comment ça fonctionne, faut donner, faut faire une intro, et là pour le coup, la moyenne, c'était vous dire, on se retrouve pour Steven. Bref, trêve de montanité, rentrons dans le poumon, coup de pied du sujet. L'UFC 299, le plus grand événement de l'année, avec l'UFC 300, que beaucoup de monde décrit, mais bon, c'est une autre histoire, alors qu'il est incroyable. L'UFC 299 a tenu pour moi toutes ses promesses, c'était spectaculaire. On a eu du retournement de situation, on a eu de la compétitivité, on a eu du spectacle, on a eu de l'adversité, et on a eu des sacrément gros niveaux. En plus de ça, on a eu des très beaux finishes, et des super démonstrations. On va en parler un petit peu plus tard. Passons aux choses sérieuses. Maintenant après, de la main card. Main card ô combien spectaculaire et chargée. Alors, déjà, moi pour ceux qui savent, j'ai déjà fait peut-être 2-3 vidéos où je parle de ça, de mon amour inconditionnel pour Petr Yan. Allez l'affronter Song Yadong de la Alpha Male Team, dont le coach est Uriah Faber, ancienne légende du UFC, dont la légende raconte que sa jambe est toujours bleue suite à son combat contre José Aldo. Oh, pardon. Contre José Aldo. Face à Petr Yan, du coup, lui c'est Tiger Muay Thai, et je me demande si c'est pas un gars du Gore MMA qui gère sa carrière. Ce sera à vérifier. Je vous le confirmerai. Bon. Moi, pour rien vous cacher, je suis arrivé en cours de premier round. Non, en cours de deuxième round. Je suis arrivé à peut-être, il y avait une minute qui était écoulée dans le round. Donc, je me suis renseigné, j'ai regardé des highlights, mais ça me permet pas de prendre toute la mesure du premier round. Donc, j'ai pas tous les moments, qui c'est qui met la pression. De ce que j'ai compris, c'est Song Yadong, mais sur le premier en tout cas. Et globalement, c'est ce qui a été fait sur le combat en entièreté. Donc, je ne vois pas pourquoi ça aurait été différent dans le premier round. Mais je vais me baser là-dessus. Donc, on a eu Song Yadong qui cherchait le coup dur. Et a priori, au premier round, il a fait du dirty. On peut se le dire, j'ai vu une patate du droit qui est passée. Ah, c'était une patate de cow-boy. Oh, c'était une patate de cow-boy. Elle est venue, elle a sonné Petr Yan. Hein. Mais bon, Petr Yan, c'est Petr Yan, mais tu le fais pas tomber comme ça. Mais la patate, elle était balèze. Elle était balèze. Bon, deuxième round. Moi, celui que j'ai vu, donc je peux en parler. Petr Yan qui prend beaucoup plus la mesure du combat, qui arrive à s'ajuster, qui met des kicks, qui vient chercher aussi l'amener au sol. Et Petr Yan dans ses amenés au sol, mesdames et messieurs, mais c'est sublime. C'est spectaculaire. Le gars, c'est entre le combattant de Muay Thai et l'acrobate du cirque. C'est un combattant incroyable. Est-ce qu'on se rend compte que ce mec est potentiellement le meilleur striker de la division et qu'en plus au sol il gère? Moi je pense que vraiment, mais vraiment, ce gars est trop sous-coté. Il perd que face au champion. Et Sean O'Malley. Ensuite sur le deuxième round du coup, il l'amène au sol. Il ground and pound. Magnifique. Sublime. Terrible. Donc à partir du moment où il le met au sol, on peut considérer que le round est pour lui. Et troisième round, clairement, il gagne à l'expérience. Hein, vraiment victoire de tonton, striking, magnifique. Il commence en plus, moi de ce que j'ai vu, sa boxe, c'est Mazel Tov. C'est à regarder, analyser, scruter dans toutes les écoles. Body shots, headshot, combinaison, variation de niveau, bonne implémentation du kick dans sa boxe. Incroyable. Et puis troisième round, hein, il a plié l'affaire, takedown, il a fait un truc en plus, il a tenté l'Imanari roll, ça s'appelle comme ça, ouais. Il l'a un peu foiré, mais juste pour l'avoir testé, c'était magnifique. Et puis du coup, fin du troisième round, on voit Petr Yan du coup qui prend la mesure
en sécurisant, encore une fois, comme je le dis, à l'expérience. Il prend le takedown, il tape en ground and pound, il contrôle. Il s'est assuré une victoire face à un jeune prodige qui, à mon sens, Sun Yadong, pour être tout à fait honnête, n'aura jamais le niveau d'un combattant du top 5. Alors, je dis ça, il est jeune, hein, mais de ce que j'en vois en tout cas à l'heure actuelle sur la forme de combat qu'il peut avoir, il n'aura jamais le niveau du top 5. C'est un très bon combattant, mais un peu trop limité et trop obsédé par le chaos. Ensuite... Attends, est-ce que je passe directement à autre chose? Ouais, je pense, ouais. Ouais, on va passer du coup au combat suivant. Et là, messieurs, dames, c'est un combat earth-breaking. Mais vraiment earth-breaking. On a Gilbert Burns, El Durinho, qui s'est battu. Et qui malheureusement s'est imposé, enfin s'est incliné, ouais, c'est ça qu'on dit. S'est incliné face à Jack Della Maddalena. Donc combat incroyable, donc deux combattants sur des trajectoires différentes, mais complètement différentes. Donc Jack Della Maddalena qui est maintenant, écoutez bien, ouvrez grand vos écoutilles, sur 17 victoires consécutives. Oui, Robert, tu as bien entendu, 17 victoires consécutives. Et Gilbert Burns qui est resté sur une défaite, il me semble, face à Belal Mohamed. Est-ce qu'il s'est réimposé derrière? Je ne crois pas, non. Ouais. Qui est resté face à une défaite face à Belal Mohamed, mais de mémoire, c'était... il était sur 3 victoires sur ses 5 derniers combats. Donc vraiment, Gilbert Burns, c'est le mec qui ne perd pas 2 fois de suite en temps normal. Et là... clairement, il a perdu 2 fois de suite et le KO... Ah bon, ouais, on va commencer par là. On va commencer par le KO qui est brutal. Mais surtout, encore une fois, on a eu un arbitre, mesdames et messieurs, messieurs et mesdames, mesdemoiselles et mesdamoiseaux, un arbitre qui était aux fraises. Comment est-ce que tu peux voir le ground and pound qui a lieu, genre voir le nombre de coude qu'il prend, parce que pour moi, il y a 2 séries. Quand on regarde le KO, et je ne mettrai pas les images parce que j'ai la flemme de me faire strike, mais quand tu vois le KO, tu as 2 séries de 5 ou 6 coudes qui lui tombent dessus. Donc d'abord, il prend le genou, pour ceux qui pour contextualiser le KO, il y a une phase de clinch à la cage. Lors de cette phase de clinch à la cage, ensuite, Gilbert Burns parvient à prendre le dos de Jack Della Maddalena. Jack Della Maddalena retourne la situation et parvient à se relever. Et derrière, Burns envoie, dès le moment où il se relève et qu'il voit que Della Maddalena est debout aussi, plonge dans les jambes. Là, Della Maddalena, magnifique timing. Met un magnifique genou. Il y a beaucoup de magnifiques, hein, mais c'était très beau, faut le dire. Et il met un genou sublime, parfaitement dans le timing dans lequel Gilbert Burns baisse sa tête. Et du coup, genou contre tête, Burns tombe au sol. En même temps, il ne peut pas tomber au ciel, mais vous m'aurez compris. Et s'ensuit une série de 5-6 coudes en ground and pound où Burns est en mode survie. Ensuite, il se retourne, il se replace un petit peu, il se décale. Donc on sent clairement qu'il est plus dans le combat, mais plus du tout, il était KO. Et il s'en reprend 5-6 et l'arbitre, il est là, il regarde, il fait... Fight! Frérot! T'as un mec, il est en train de se faire éclater au sol. Et toi, tu te dis, tiens, il y a du sang. Tiens, il se fait que de se protéger depuis tout à l'heure et il fight back pas. Mais je vais essayer de regarder s'il arrive à survivre. T'es quel genre de mongol? À un moment, des mecs comme ça, je suis désolé, mais ils ont rien à foutre dans notre sport. Enfin, il y a... Genre, vraiment, t'as des mecs dont le métier doit être mais plus que millimétré. C'est les comptables, dans un premier lieu. Parce qu'on a tous envie que Allah, c'est que notre chèque, il tombe le bon jour, à la bonne heure, avec le bon montant. T'as les coiffeurs. Parce que ça, poto, si tu niques ma coiffure, c'est chaud. Et t'as les arbitres. En MMA, parce que bon, dans d'autres sports, c'est un peu plus compliqué. Et on s'en fout un peu. En NBA, bon tricheur. Mais quand t'es arbitre UFC, t'es pas arbitre de water polo. T'es arbitre d'un sport de combat où l'intégrité physique et la santé d'un combattant est en danger, est mise en jeu. De ce fait, tu peux pas te permettre, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Que tu laisses un doute quand il y a un combat pour la ceinture,
Oui. Que tu laisses un doute pour un combat qui n'a aucun enjeu autre qu'une place de contender numéro 4. Non. Je suis désolé, non. En plus, Gilbert Burns, 37 ans. Là, le KO qu'il a pris... Il faut se relever. Hein. Faut se relever de ça. Hein. Faut vraiment se relever, parce que c'était... Oh. Ah, depuis... c'est le KO le plus sale que je vois. En termes de stoppage. Parce que Benoît... il en a pris plein d'apport, Benoît. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Mais en termes de stoppage, c'est le KO le plus sale que j'ai vu depuis Jalin Turner contre Bobby Green. Qui lui était vraiment une pure boucherie, c'était une condamnation à mort en direct et illégale. Qu'on se le dise. Qu'on se le dise. Et puis non, et sinon, pour l'analytique du combat, autrement, on sentait vraiment que la sauce debout pour Burns, c'était... Enfin, l'orage allait pas tarder. En fait, sur le premier round, pour moi, Burns gagne les 2 premiers. Même si le premier est plus serré que le deuxième, où c'est un net avantage de Burns, qui en plus était venu avec un bon game plan. Hein. Il avait fait le petit filou, il avait dit ouais, je suis pas certain d'utiliser mon sol face à Jack de la Maddalena, il y a moyen qu'on se pète à debout, que nenni. Hein, il a tenté directement de les amener au sol, il a tout de suite mixé. Mais debout, on a senti que Burns était dans le contrôle, donc il a fait un peu ce qu'a fait Baki face à Doumbé, à savoir éviter vraiment, enfin se déplacer latéralement pour éviter les échanges, en tout cas dans la boîte. Mais on sentait que c'était qu'une question de temps. On sentait vraiment que à chaque fois que De la Maddalena est touché, Burns, et il était sonné, et qu'il suffisait vraiment d'un petit truc pour que Burns vacille. Après, personnellement, très honnêtement, moi je voyais Burns gagnant. Avant le début du combat, j'avais vraiment misé sur lui, parce que pour moi son grappling c'était quelque chose qui était trop difficile à gérer pour De la Maddalena, qui au final nous a montré de très bonnes choses. Il se fait amener au sol relativement facilement. Par contre, à contrôler et à soumettre, c'est un animal, le Jackie, hein. Le petit Sparrow. Donc, ouais, à partir du deuxième round, quand on voit que Burns, premier et deuxième round, enfin, premier round plus discuté, deuxième round Burns, sans aucune contestation possible. Troisième round, malheureusement, il fait l'erreur de sauter et il se fait timer. Enfin, de plonger plutôt. Et il se fait timer. Et bah écoutez, ça a donné le résultat que ça a donné. Donc déception quand même, mais grosses félicitations à De la Maddalena qui reste sur 7 victoires de suite, je crois, à l'UFC, et qui est légitimement prétendant pour le top 5. Qui est-ce qu'on irait chercher là-dedans en top 5, t'as quoi? T'as Shavkat, Covington, qui a été call-out par Ian Gary, donc à voir si Covington sera pris. Edwards, bien sûr, donc c'est le champion. Belal Mohamed. Oh! Tiens, Belal Mohamed contre Gilbert Burns, moi ça peut m'exciter ça. Ouais, c'est très coquin. Parce que je veux pas voir Belal contre Edwards, ça m'intéresse pas. Et on prend en top 5, le reste du top 5, le 5e membre du top 5. Je me demande qui c'est, tiens. On a Shavkat, Leon, Belal. Du coup, Jack. Et ça voudrait dire que c'est Gilbert Burns qui se retrouve à la 5e place? Non, je pense pas. Hein. Je pense pas. À mon avis, à mon sens, ça va plutôt être Brady qui va monter ou Ian Gary qui vont monter, parce qu'après un KO comme ça me paraît difficile de se maintenir à la 5e place quand même. Enfin bon, à voir. Passons à la suite. Alors, maintenant la suite, elle est incroyable. J'ai qu'une chose à dire. MVP! Attends, merde, la caméra. Putain, fuck. J'ai foiré mon entrée triomphale. Unbelievable. Ce mec-là, j'ai téma tous ses combats au Bellator. C'est l'un des plus grands showman de l'histoire du MMA. Pas de l'UFC, pas du Bellator, du MMA. Et on parle pas d'assurance, parce que les assurances, c'est pour ses adversaires. C'est incroyable. Ce mec, c'est un virtuose. Mais vraiment un virtuose. Il est trop grand sort, technique, chambreur. Il met ses petits coups de spectaculaires, petits coups de coude retournés. Variété de kick. Très bonne gestion de distance, mais c'est incroyable. Et puis son entrée avec sa capuche à la The Undertaker.
qui après finit en Jamaican Style, mais incroyable. C'était terrible. Franchement, j'ai pris mon pied, que ce soit sur l'entrée ou dans le combat. Donc vraiment, MVP, gros cœur sur toi. Mais gros cœur. Maintenant que le côté fanboy est sorti, on va pouvoir passer vraiment peut-être à un petit peu plus de l'analytique. Parce que j'ai moi-même vu, et beaucoup de gens aussi l'ont remonté, le fait que Kevin Holland n'était pas vraiment dans son fight. Moi, c'était quelque chose que j'avais pressenti, même avant le combat, pendant la conférence de presse, où j'ai trouvé qu'il était assez discret. Genre un peu comme s'il a été, tu sais, névrosé, perturbé, et que affronter un autre showman, ça le faisait chier, parce que... Et c'est une analyse de comptoir, psychologique de comptoir, on se l'accorde, mais moi, j'ai l'impression que, comme il s'est trouvé face à un autre showman, le fait que lui-même en soit un, il s'est dit, putain, il y a peut-être quelqu'un qui va me voler la lumière. Et... je crois que ça l'a vraiment perturbé et que du coup ça l'a empêché de se lâcher et d'être vraiment la personne qu'il est. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas c'est comme ça que moi déjà pendant la conférence de presse je l'ai ressenti, parce qu'il était bizarre hein, Kevin Holland, qu'on se le dise. Hein. Assez taiseux, assez froid, assez glacial, assez refroidi. Je vais vous faire tous les synonymes de froid. Mais il était stoïque, il était pas comme à son habitude. Et même son entrée, hein, lui qui d'habitude est tout sourire, détente et co, bon il l'a été, mais tu sentais qu'il y avait un truc en moins, il était, je sais pas, c'est comme si MVP il était rentré dans sa tête et qu'il l'avait ma basse. Après MVP, c'est le GOAT, hein, c'est le GOAT, qu'on se le dise. Donc pour le combat, parce qu'on va parler un petit peu du combat, simplement MVP... il a fait ce qu'il fait à beaucoup de monde, et à beaucoup de strikers aussi, c'est qu'il les transforme en lutteurs, simplement. Quelqu'un comme Kevin Holland, c'est pas quelqu'un qui va forcément aller chercher le close combat, il va plutôt jouer sur son allonge, sauf que là, en fait, son allonge, elle a été nullifiée par la science du déplacement d'MVP. Michael Venom Page, à chaque fois, avec sa stratégie d'in and out, faisait en sorte de fausser la distance, ce qui fait que quand on part sur une distance... Ouais, regardez peut-être à la caméra pour ceux qui écoutent en faisant la vaisselle, le ménage, en s'embrouillant avec leur meuf. Chacun sa life. Hein. Mais en fait, sur une question de distance, si on dit que mon doigt gauche, c'est la distance que peut parcourir de manière générale Kevin Holland, et qu'on va dire que mon doigt droit, c'est la distance que peut parvenir à couvrir MVP, il va y avoir aussi un moment, il va y avoir la frontière, donc l'entre-deux, donc c'est le petit trou qu'on voit entre mes deux doigts, pendant lequel les deux combattants vont devoir se jauger. Et cette frontière-là, c'est ce en quoi MVP est létal. C'est un expert de la gestion de distance, ce qui fait qu'en fait, même si leur rallonge était similairement différente, MVP, de par le fait qu'il se déplace constamment, forçait Kevin Holland à essayer de retrouver sa distance. Et en entrée, il se faisait souvent cueillir par MVP qui faisait un pas, et qui jouait sur l'explosivité en avant pour le contrer sur un bras arrière, ou sur le coup de retourné qu'on a pu voir, qui était sublime. Et ce qui fait qu'à le premier round, Kevin Holland, on se sent dérangé, on se sent gêné. Le style de combat d'MVP, en plus, c'est quelque chose de très atypique. Je pense que pour trouver un sparring partner et se préparer à ce type de combattant, faut se lever tôt. Hein. C'est compliqué, voire impossible, parce que à moins que tu me sortes un Wonderboy, qui d'ailleurs aurait peut-être été enclin à s'entraîner avec lui, puisqu'ils ont l'air d'avoir bien accroché par leur combat, mais... Et même Wonderboy, c'est pas ça, parce que c'est complètement différent. Mais en tout cas, sur la stance karateka, Wonderboy va plus se déplacer latéralement et jouer sur le changement de garde. Ouais, MVP, c'est... c'est MVP, hein. C'est MVP. Je sais pas comment le décrire autrement. Et du coup, premier round, on sent que Kevin Holland, il est dérangé. Deuxième round, carrément, on voit que sur la gestion de distance, il la change complètement. C'est-à-dire qu'il va se mettre, plutôt que de rester à une distance à peu près... encore avec mon illustration des doigts, on voit qu'il reste à une distance, il se met plus loin pour anticiper l'arrivée et l'entrée de MVP, sauf qu'en fait quand tu commences à faire ça, c'est le début de la fin, parce que tu rentres clairement dans le jeu où MVP a le luxe de t'agresser, de te rendre parano. En parlant de rendre parano, on va revenir sur un combat après qui commence par en deux mots, main event, où on a une belle correction aussi. Enfin bref, je m'éparpille. Et du coup, oui, sur le deuxième round, MVP, il commence à faire ses coups de retourné. Il lui est rentré dans la tête, hein, vraiment, il lui a posé un serpent dans le cerveau.
Coup de retourné. Il a très peu joué l'emphase sur les kicks. Kevin Holland d'ailleurs, mais un bon kick à un moment qui fait tomber MVP. Et bah, du coup, il se jette dessus comme j'avais une comparaison, mais elle est un peu douteuse. On va trouver quelque chose de plus neutre. Il se jette dessus comme un affamé sur un tacos. On va dire que ça c'est neutre. Vraiment, il saute dessus, mais il a la niaque, il l'attrape et vraiment, il veut pas le lâcher. Un gros câlin. Voilà, pour illustrer ça, c'est vraiment des retrouvailles amoureuses de deux personnes qui sont pas vues depuis 6 mois d'un séjour Erasmus à l'étranger. Bien. Et vraiment, il l'a agrippé, mais sur les contrôles, MVP, bah. Il est juste trop fort. Il est juste trop fort, donc tu peux pas tester le niveau. MVP, il porte bien son blaze. Il s'est imposé avec la manière. Il a ridiculisé Kevin Holland. Maintenant, pour la suite, ridiculiser, oui, ouais. J'allais dire est-ce que le mot est fort, mais même pas en fait, parce que Holland, il a pas vécu dans ce combat-là. Et puis maintenant, la suite, bah écoutez, Kevin Holland va rester là où il est. Donc, non, peut-être passer gatekeeper du top 15, à voir. Et pour MVP, c'est une putain de légende, donc les gars, mettez-le moi face à Wonderboy. Donc en main event, je veux MVP contre Stephen Wonderboy Thompson de n'importe quel UFC. Tu me mets même ça sur un UFC numéroté, c'est exceptionnel. Bon, il n'y a pas de ceinture, donc ça se fera pas, mais c'est exceptionnel. Mets-moi un Fight Night là-dessus, tu mets que des no-name à côté, je te jure que les 3/4 de la planète MMA se réveillent pour regarder ça. Banger absolu. Suite à cette galère, dont je partage l'expérience avec notre cher Kevin Holland, on va passer au co-main event, qu'on a déjà analysé du coup. Donc on va pas passer au co-main event, on va passer directement au main event, parce que j'ai fait une vidéo express sur Benoît Saint-Denis. On peut quand même lui toucher un mot et dire 2-3 choses dessus, pour revenir sur le combattant. Pour ceux qui regardent cette vidéo, celle de Benoît Saint-Denis est disponible. Bah écoutez, Benoît Saint-Denis, sans mauvais jeu de mots, il l'a prise dans la poire. Ouais, il est tombé face à plus fort que lui, pour être tout à fait honnête. En face c'était vraiment vétéran, expérimenté, une true legend. Benoît Saint-Denis a priori était diminué, mais j'ai même pas envie d'entrer là-dedans, parce que pour moi c'est des excuses et on peut pas trop sortir, ça se sort pas dans un contexte de combat, et même si ça me fait mal de le dire, ça me fait mal au cœur de le dire, mais c'est une ligne de conduite que j'adopte pour n'importe quel combattant, donc c'est certainement pas parce que Benoît est français, malgré tout l'amour, tout le soutien que je peux lui apporter, il faut rester objectif. Quand tu décides de rentrer dans une cage, tu peux pas derrière sortir des circonstances atténuantes à la fin de ton fight. C'est tout. Donc je vais pas aller minimiser la perf de Dustin Poirier parce que Benoît était pas dans de bonnes conditions. Je suis dégoûté, mais vraiment dégoûté. C'est immonde. Malheureusement, moi je l'avais vu venir. C'est quelque chose que je craignais et je faisais chier d'ailleurs. Je me suis fait embrouiller par pas mal de potes à moi parce que depuis le début je disais que Benoît Saint-Denis allait KO. J'ai tenté de contrer le karma, pour être très honnête. Je me suis dit, si je suis convaincu que BSD va perdre, je vais me prendre un retour de karma, donc je parlais beaucoup. Et du coup, BSD allait s'imposer, mais il faut croire que j'ai essayé de jouer au plus malin avec le destin, et le destin me l'a rendu. Si tant est que le destin, la victoire de BSD dépend de mon pronostic. Ce qui n'est pas certain. Mais pour le coup, big up à Benoît, c'est que le début de sa carrière, donc vaut mieux qu'il le prenne maintenant que plus tard. Puis j'espère que c'est pas trop grave et qu'il en tirera les leçons et qu'il reviendra plus fort. En parlant de plus fort, maintenant on va venir à l'événement principal. Et du coup, le main event qui opposait Marlon Chito, sac de frappe, Vera, à Sean O'Malley, la fraude, qui selon moi est vraiment une fraude. Pour moi, pour ceux qui ne contextualisent pas, je vais vous sortir une petite vidéo là dans pas longtemps en parlant de pourquoi c'est une fraude. Indice, un de ses combats face à un mec qui s'est battu sur la carte plus tôt. Mais là pour le coup, sa victoire n'a rien de frauduleuse. Mais vraiment rien du tout de frauduleuse. Moi il m'a impressionné. Il m'a vraiment impressionné, Sean O'Malley. En fait, le truc, c'est que Sean O'Malley m'a autant impressionné que la nullité, la passivité de Vera. C'est-à-dire que Sean O'Malley a fait un putain de combat
Mais vraiment, c'était incroyable. Son niveau en striking, c'est élite, vraiment. Sa capacité qu'il a à jouer avec les feintes, varier les niveaux. Et en fait, être jouer avec n'importe quelle arme de son corps et avoir une panoplie. Parce qu'il a une sacrée panoplie de coups. Que ce soit des spinning kicks, que ce soit des genoux, que ce soit des droites, des gauches. Même en armes, sa feinte, on n'en parle pas assez, mais la feinte, c'est une sacrée arme quand tu la maîtrises bien. Ces changements de direction, ces switches de garde qui lui permettent à chaque fois de varier les angles et du coup de perdre son adversaire. Ce mec, tu vois, j'en ai énuméré 7. Et je sais pas si je pourrais toutes les dire. Il n'a pas utilisé beaucoup de coups, ceci dit. Mais ce mec, c'est un virtuose. En striking, c'est un tueur, c'était vraiment ultra impressionnant. Après, c'est un grand. Donc, pour ceux qui me connaissent, pour moi, un grand égale tricheur. Véritablement, quand tu fais 1m80 dans une catégorie où la taille moyenne ne doit pas dépasser le 75, et encore, j'ai même plus tendance à dire le 73, c'est comme si une girafe, elle va se péter un concours de celui qui mange le plus de pommes avec un singe. Bon, le singe grimpe, mais la girafe, en fait, elle a zéro effort à faire. Donc le singe, il doit monter les branches, les attraper, essayer de placer ses cales, se stabiliser. La girafe, c'est une girafe. Elle est là. Elle mange, quoi. Donc, bon, là-dessus, c'est plus facile. Et il fait le poids, donc il fait le poids. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a fait le poids. Donc pour le coup, hein, le Chito Vera, par contre, qu'est-ce qu'il encaisse? Le genou qu'il prend, mais malgré les commentaires d'RMC Sport, d'ailleurs, merci. Les commentaires de RMC Sport, en fait, tu vois, il y a un truc qui est ouf, c'est que tu vois, tu te rends compte de ce que tu as et de la qualité de ce qu'on peut te proposer que lorsque on te l'enlève. Et là, quand tu passes du PFL où aux commentaires, tu avais Guillaume, Volcan, qui est clairement plus combattant qu'analyste, et la touriste, clairement, et que derrière tu passes à Taylor Lapillus, le monsieur dont le crâne est dégarni, là, je suis désolé, j'ai oublié votre prénom, monsieur, mais incroyable de pertinence. Bon, il y en a un qui est chiant, genre en mode, lui, il s'est cru dans un roman, dans une balade chevaleresque. Dès qu'il parle, c'est genre en mode Benoît Saint-Denis, le roi sans couronne, oh my god, vraiment dramaturge, mais en vrai, il s'exprime bien et c'est son trip. Moi, c'est mon délire, mais franchement, il rajoute du drama, il rajoute de la narrative autour de ça. Mais les deux analystes, la Taylor Lapillus, Incrediblé et l'autre monsieur, et franchement, il est terrible. Je surkiffe. Le combo des deux, c'est gagnant. Et très honnêtement, PFL, Dazen, je sais pas qui c'est qui avait les droits. Vous passez pour des nanars. Je suis désolé, vous passez pour des nanars. Tu regardes la qualité des commentaires de professionnels et dans l'autre côté, tu mets Guillaume qui s'enjaille à chaque droite. Tu vois, genre, il y a un différentiel de niveau, clairement. En même temps, c'est PFL UFC. Mais vraiment, ouais, je tenais à faire ça. RMC Sport. Gros cœur sur vous. Gros cœur. Je regrette pas de payer mon abonnement. Si vous voulez halas pour faire un partenariat, je suis chaud. On est à 200 abonnés, t'inquiète, je te ramène de la visibilité. Non, 300 d'ailleurs, on est passé aux 300 grâce à vous les mecs. Franchement, merci beaucoup. Bon, on va dire sur le combat, mais ouais, Chito Vera, mais qu'est-ce qu'il encaisse. Le genou qu'il prend, malgré les commentaires, c'est ce que je disais. En fait, t'as entendu son crâne résonner. C'est son crâne. Bon, c'est pas un instrument de musique, hein, c'est pas une caisse de résonance, hein, mais son crâne, il a fait jboum. Le crâne a fait jbouing. Et le gars, il reste debout. Alors, là, il reste debout et derrière, il rend les coups. Hein. Genre vraiment, t'as l'impression qu'il a pas été ébranlé. Bon, manifestement, il a l'arête nasale et le plancher orbital qui sont pétés. Ceci est l'analyse de Dr Shadow Ballet. Donc, prendre avec des pincettes. Mais c'est ce qui a été dit. Et puis sinon, que dire, Chito il s'est réveillé au 3e round, c'est ce que beaucoup d'analystes disaient, c'est que c'est quelqu'un qui était un slow starter. Clairement, moi j'ai pas compris du tout sa stratégie, parce que quand t'es... Enfin, déjà t'as voulu striker face à quelqu'un de plus grand, donc clairement t'as affronté un escrimeur avec un poignard. Et
tu t'es pas dit, tiens, je vais essayer d'aller au corps à corps et le coller. Chose que je ne comprends pas. Tu gagneras jamais un match d'escrime avec une dague. C'est impossible. Il l'a pas collé, il a même pas fait du dirty boxing, chose qui aurait pu être attendue. Il n'a pas essayé de pourrir le combat, il s'est laissé mettre sous pression. Alors qu'en soi, face à quelqu'un de plus grand, si tu fais mettre sous pression, bah tu joues son jeu. En fait, t'as l'impression qu'il voulait pas être là, Chito Vera. En fait, il y a vraiment cette sensation bizarre de t'as la chance de ta vie et tu la saisis pas. Et vraiment, c'est ça le sentiment qui prédomine, c'est même son coin faisait que de la motivation, c'était ouais, motherfucker, you're better than that, etc. Stratégiquement, il n'a rien proposé. À la fin, il touche, mais à la fin, c'est au 5e round. Et il touche à peut-être 3 secondes de la fin. Il met un sacré uppercut au corps de Sean O'Malley. Mais tu peux pas te permettre, quand tu es sur un 5 rounds, de dire tiens, je vais tout miser sur un one-shot. Ou alors, c'est carrément suicidaire. Là, Sean O'Malley, il s'est baladé. Mais vraiment, il s'est baladé. Genre, c'est moi qui vais en forêt avec ma femme, mon chien, et c'est même limite plus dur si je tape un sprint que ce qu'a vécu Sean O'Malley. Parce qu'à aucun moment il a été mis en danger. Mais à aucun moment. Sur la fin, ouais, Chito il se réveille, il lui met une gauche-droite, ouais, ok, bon. Ouais, à la limite, c'est plus dur que si je tape un sprint en forêt. C'est si je tape un sprint en forêt avec un sac à dos de 10 kg sur le dos. Là, c'est plus dur. T'as un point de côté à la fin. Donc ouais, je sais pas quoi rajouter sur ce combat à part dire que, à part faire le fanboy concernant le style de O'Malley, hein, même si je suis énormément déçu de par le traitement de faveur que lui a fait l'UFC, là faut dire qu'il y a combattant, il y a vraiment combattant. Alors il se prétend invaincu, non, clairement pas, mais en termes de striker, sur ce qu'il nous a montré hier, c'est clairement top 5 UFC. C'est clairement top 5 UFC, il faut qu'on se le dise. Il a tout, c'est peut-être le striker le plus complet, si ce n'est pas le meilleur striker, c'est le striker le plus complet, il a vraiment tout dans son arsenal, hormis peut-être le clinch, mais comme il a cet avantage de taille, ça biaise du coup la qualité de son striking, parce que du coup, il gère magnifiquement bien la distance, donc il n'a pas besoin de se retrouver en corps à corps en situation de clinch. Donc face à parce que quand on parle de variété d'arsenal, bah, du coup je vous ai énuméré les 7 points tout à l'heure, donc la distance, les points, les genoux, les kicks, les spinnings, les changements de garde, etc. Donc ça c'est vraiment la panoplie complète du striker, mais en plus à quel point tu les mets à échelle, à quel point un critère va être plus important que l'autre. J'ai tendance à dire que les spinnings c'est le critère le plus bas, parce que c'est plus spectaculaire, même ça fait sacrément du dégât. Et lui, il les timait très bien, parce qu'à un moment, il chasse la jambe de Vera qui vient sur un front kick, il chasse, au moment où il chasse, il a le réflexe de, en accompagnant la jambe vers l'extérieur, faire son spinning, et du coup, bah, il profite de l'impulsion du mouvement de Vera, donc la chute de Vera en avant, suite au chassage, ouais, c'est comme ça qu'on dit, pour faire un mouvement de rotation, et du coup mettre son spinning qui sera plus impactant. Donc vraiment, enfin, des trucs comme ça, c'est sur des millisecondes que ça se décide, et c'est incroyable d'arriver à les sortir comme ça, genre... Et ouais, donc du coup je rentrais dans un débat qui peut prendre du temps, donc je vais essayer de l'écourter. Quels critères tu mets sur le striking? Ça peut faire l'objet d'une vidéo. À quoi reconnaît-on un bon striker? Oh putain, j'ai une idée là. Oh, je vais la garder pour moi. Donc voilà. Donc, globalement aussi à la fin, si petite alerte pour partir sur de leur combat, à la fin, Sean O'Malley se relève pas et j'ai l'impression qu'il a une douleur à la jambe droite. Donc on sait qu'il était sujet à des problèmes et des douleurs de pied lors de sa carrière. D'ailleurs c'était l'objet de sa première défaite face à Chito Vera. Chito, sac de frappe Vera pour aujourd'hui, même si j'ai un très gros respect pour lui. Mais faut le dire, hein, Chito t'as fait le sac de frappe. À un moment faut juste être factuel. Mais à la fin, oui, petite douleur sur la jambe et bah, ça laisse des signes, ça laisse des interrogations, ça laisse possiblement des failles dans lesquelles ses adversaires peuvent s'engouffrer, puisque a priori à la fin il est quand même ressorti boitant, il avait besoin de s'appuyer sur un des membres de son coin. Donc voilà.
Bah écoutez les loulous, moi je crois que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé. Mettez des gros drapeaux cœur pour Benoît Saint-Denis à la fin. Hein. On soutient, on kiffe, on aime, on adore. Et bah une défaite c'est une défaite. Hein. Tu peux pas aimer quelqu'un que quand il est au top, sinon ça veut dire que t'es un profiteur. Et un double trou du cul et un mot en C qui finit par A que je n'évoquerai pas parce qu'il y a peut-être des enfants qui regardent. Partagez, likez, commentez, kiffez et dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que c'est important pour moi aussi, ça... Bah, mine de rien, si je fais des vidéos, c'est que je veux partager ma passion, donc je veux avoir des interactions. Puis en plus, ça me donne plus de visibilité, donc ça me permet de maturer certaines idées et peut-être de les appliquer. Puis écoutez, abonnez-vous, c'est très important. J'adore voir le chiffre grandir, ça m'excite un peu, je dois l'avouer. Est-ce que c'est malsain? Je pense, mais c'est juste que le fruit de notre passion à LG et moi-même, parce que oui, il y a une deuxième personne aussi derrière la caméra qui fait beaucoup, qui est sur le tout travail de l'ombre, tel Guillaume Pelletier, le manager de Benoît Saint-Denis, qui fait tout le travail de l'ombre. On est deux et ça récompense notre travail. Donc écoutez, mon outro est beaucoup trop long. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.